Se bousiller durablement la santé en rédigeant sa thèse, c'est possible. C'est ce qui est arrivé à Nancy Reboux, enseignante-chercheuse et qui a fait sa thèse en comportement animal, qui a rédigé sa thèse sans les mains. Elle a consacré un livre à son expérience. Alors, Nancy, pourquoi rédiger une thèse sans les mains? Du coup, c'est une bonne question. Je vais vous faire une petite présentation de comment j'en suis arrivée là, parce que c'était pas une volonté de ma part. Donc, mon livre s'appelle Sans les mains, et ça aurait pu s'appeler quelque part un peu l'histoire d'une doctorante qui s'est handicapée pendant sa thèse. Donc ça, c'est moi. Et en fait, ça se voit pas, mais je suis travailleur handicapé. J'ai un handicap invisible, c'est des tendinopathies aux deux poignets. Et comme ça se voit pas, j'ai fait une espèce de petite image pour vous montrer un petit peu ce que je ressens. Donc, ce que je ressens, c'est des espèces de brûlures au niveau de mon poignet. J'ai l'impression que des fois, c'est très lourd, que c'est un peu boursouflé, ça me lance, ça m'empêche de faire des mouvements un petit peu quotidiens. Et donc, si j'en suis arrivée là, c'est à cause de ma thèse. Alors, le début de l'histoire, c'est une thèse en comportement animal. Moi, ce que j'étudie, c'est le comportement des macaques. Et c'était mon rêve, ça se passait très bien. Et qui dit comportement des macaques dit aussi que là, je voulais comprendre un petit peu leur système de communication. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à les enregistrer et encore plus de temps à finalement dépouiller les enregistrements. Donc, dépouiller les enregistrements, ça voulait dire prendre des mesures acoustiques. Donc, c'est-à-dire ouvrir la bande son, faire des espèces de petits carrés pour délimiter chaque cri individuellement et prendre aussi des mesures sur ces cris-là. Donc, par exemple, la durée, la fréquence, etc. Et peut-être que ça paraît pas comme ça, mais en fait, ça sous-entend beaucoup de clics. Il faut ouvrir tous les fichiers, faire les petits carrés, faire des copier-coller dans Excel. Et en fait, au fur et à mesure, bon, bah, mis bout à bout, ça faisait beaucoup de clics. Ce qui s'est passé aussi pour moi, c'est que j'ai été à la bourre, comme pas mal de doctorants finalement. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais analyser à peu près 4000 cris, j'en étais très loin, j'étais sur ma troisième année de thèse, le début de troisième année de thèse. Et donc, si je voulais soutenir dans les temps, bah, il y avait un petit peu cet enjeu de OK, je dois me débrouiller, je dois aller un petit peu plus vite et je dois travailler un petit peu plus. Donc, c'est là où j'ai commencé à rogner un petit peu sur mon sommeil, à beaucoup cliquer, à faire enchaîner des heures sans forcément me reposer. Et au fur et à mesure, bah, finalement, ce qui devait arriver arriva. J'ai commencé à ressentir des espèces de douleurs au niveau du poignet, donc par rapport à l'utilisation de la souris. Donc au départ, c'était que l'index, ça commençait à bouger un petit peu sur mon poignet. Ça devenait de plus en plus douloureux, au début, juste en fin de journée, puis au fur et à mesure, de plus en plus tôt dans la journée. Et sur le coup, je m'en préoccupais pas plus que ça parce que j'étais en troisième année, je voulais finir ma thèse. C'est pas grave, c'est des courbatures, allez, je continue. Donc j'ai vraiment pas pris au sérieux ces douleurs-là, qui étaient légères au début. Et j'en suis arrivée à un point où en fait, j'étais devant Netflix et vraiment, je ne savais plus comment poser mon poignet pour ne plus avoir mal. En gros, je pouvais plus le poser, ni sur la coudoir, ni sur ma cuisse, je pouvais plus le porter en l'air. Enfin, vraiment, j'étais dans une situation où juste supporter mon poignet était devenu trop douloureux. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai pris un petit peu au sérieux, ce qui m'arrivait et que je suis allée voir un médecin. Alors, on a fait quelques examens et le médecin était tout soulagé de me dire que ce n'était qu'une tendinite. Donc bon, infiltration, c'est-à-dire injection d'anti-inflammatoires au niveau local. Et puis la préconisation, c'était la mise au repos complet pendant 2 semaines et OK, peut-être ce serait un petit peu long, mais globalement, ça devait, rentrer plus ou moins en ordre. 2 semaines de repos et retour au boulot, ça c'était la théorie, mais ça a été finalement beaucoup plus long et je pense qu'à l'époque, j'étais pas, consciente, de la petite épreuve que ça allait être. Donc vraiment, voilà, je savais pas ce qui allait arriver et donc ça a été, finalement beaucoup plus long que 2 semaines. Donc j'ai vu pas mal de médecins, donc j'avais ce genre de commentaires de: «C'est quand même bizarre que ça dure aussi longtemps. Ah bah, vous savez, vous êtes en fin de doctorat, c'est forcément le stress. Ouah, vous savez, c'est dans votre tête, faut vraiment aller consulter. Ou alors, bah, mademoiselle, il va falloir changer de métier». Et je sais pas si vous avez déjà réfléchi à un métier qu'on peut exercer, sans ordinateur et sans main, il y en a pas beaucoup. Donc ça a été un beau stress de me dire: «OK, je veux bien changer de métier, mais dans ce cas-là, je vais faire quoi?» Donc j'ai fini quand même par trouver des adaptations pour finir ma thèse, dont je vais vous partager aujourd'hui et
comme j'ai trouvé ces adaptations-là, j'avais décidé de partager mon expérience et je me suis lancée dans l'écriture donc du livre Sans les mains. Et donc, pour en faire un bouquin qui, pour moi, était complet, je me voyais pas ne pas plonger dans la littérature scientifique. Et donc, c'est ça que je vais vous partager maintenant, de comment on peut en arriver à ce point-là, à avoir des douleurs fortes juste pour des mouvements répétitifs. En fait, ça s'explique. Alors, la recherche scientifique, la littérature scientifique sur le sujet, Hem, ça explique justement comment ça se passe et au tout début, moi, je pensais que les tendinopathies, c'était comme une histoire de corde qui s'use. Bon, bah, voilà, je l'ai trop usé et c'est un peu comme une histoire de plaie, c'est censé se refermer. Bah, pas vraiment parce que justement, le tendon n'est pas une espèce de corde, il réagit un petit peu de façon différente. C'est pas une simple histoire de blessure qui se referme, c'est un petit peu plus compliqué que ça et c'est pour ça que le traitement est pas le meilleur. Le traitement de se reposer complètement. Donc l'enjeu, c'est de comprendre finalement comment on en arrive à ce stress mécanique de je clique toute la journée, à finalement un phénomène biologique de fragilisation de tendons, de chemin de douleur qui est un petit peu fort. Donc c'est assez complexe du niveau biologie, donc je vais essayer de vous le faire passer en prenant la métaphore des histoires de petites maçonnes, justement, qui vont intervenir dans le processus. Donc plus précisément, le tendon, c'est quoi? Bah, c'est un espèce de mur. Et le mur, il est formé de quoi? De briques. Ici, dans notre cas, les briques, c'est des fibres de collagène. Et donc, qui les met en place, ces espèces de petites briques au niveau du mur? Bah, c'est les petites maçonnes qui s'appellent les ténocytes. Donc, c'est des cellules spécialisées dans la mise en place du collagène et finalement l'alignement des fibres, etc. Donc, elles font quoi, ces petites maçonnes? Bah, elles fabriquent le collagène. Après, elles le mettent en place et elles s'assurent que tout va bien. Quand on est dans le cas d'une surutilisation, donc moi dans mon cas de, cliquer du jour au lendemain beaucoup, beaucoup avec la souris, on est un peu dans une histoire de tremblement de terre, donc on a surutilisé le tendon. Bah, tremblement de terre dit variation de charge et donc cette variation de charge va être un petit peu traduite par, des briques, cassées, un tendon qui va être un petit peu lésé. Une variation de charge, donc dans mon cas, c'était vraiment de passer d'un jour au lendemain à beaucoup cliquer, mais ça peut être aussi dans d'autres configurations. Donc, si par exemple, vous avez tendance à travailler en talons et que du jour au lendemain, c'est l'été, vous passez en sandales pour aller à la plage, bah, potentiellement sur votre tendon d'Achille, ça va générer une variation de charge. Du jour au lendemain, on ne sollicite pas le tendon de la même façon. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça peut être, quelqu'un qui, joue au tennis, toute l'année, qui est à fond dans son entraînement et puis, bah, il a bien le droit de prendre des vacances l'été. Sauf qu'après, quand il reprend à la rentrée, il faut faire attention de reprendre de manière progressive. Sinon, encore une fois, par le tendon, c'est vécu comme une variation de charge, donc un tremblement de terre, donc une blessure. Donc, quand on est dans des conditions dites classiques, bah, en fait, tout va bien parce que, OK, on a un tremblement de terre, mais après les ténocytes, elles viennent réparer le tendon. C'est la reconstitution du collagène et tout va bien. Dans des conditions un petit peu plus rares, ce qui a été mon cas, on peut passer dans le stade dit, dégénératif. Donc, ça se répare pas bien et justement pour montrer que ça se répare pas bien, il y a 3 hypothèses qui sont possibles. La première, c'était de l'inflammation. Donc, c'est une hypothèse qui a été exclue dans les années 90, sous-entendu entre guillemets: «Le mur, est en train de flamber» et c'est pour ça qu'on peut avoir un peu cette sensation, de brûlure. Et c'est pour ça aussi qu'on préconise des anti-inflammatoires et qu'on appelle ça tendinite avec le suffixe "-ix" qui veut dire "it", qui veut dire, inflammation. Sauf qu'en fait, ce phénomène-là, ce serait plus une conséquence qu'une cause. Donc ça veut dire qu'après, utiliser des anti-inflammatoires, si c'est pas un inflammatoire, bah, tu as peu de chances de marcher et malheureusement, c'était le traitement que j'ai eu. Donc c'est pas la cause de l'effondrement du mur et donc encore une fois, traiter par anti-inflammatoire, ça a des chances de pas marcher et pour le tendon, c'est plus délétère qu'autre chose. L'hypothèse numéro 2, c'est que entre guillemets, «le collagène s'est déchiré». Donc on a un petit côté effort trop brutal, qui fait que le tendon se blesse. Mais sauf ce qui a été montré, c'est que quand on a un effort un peu trop brutal, bah, finalement, c'est la jonction entre le muscle et le tendon qui cède en premier et c'est pas le tendon en tant que tel. Donc a priori, c'est pas, ce mouvement un petit peu brutal qui peut être lié à la tendinite, mais c'est plus une conséquence de la pathologie quand il y a déchirure de collagène. Et la dernière hypothèse, celle qui est peut-être la plus complète, c'est en fait, la réponse des cellules. Donc en fait, les cellules, elles sont liées au tendon, elles sont proches du tendon
Et donc, en fait, elles perçoivent les changements de charge du tendon, elles perçoivent le tremblement de terre et donc elles vont réagir d'une façon qui est peut-être pas forcément optimale. Elles réagissent entre guillemets mal. Donc il y a plusieurs sous-hypothèses. Donc une des sous-hypothèses, ça pourrait être, bon, bah, il y a un problème de différenciation cellulaire, entre guillemets, un problème d'orientation chez les petites maçonnes en devenir. Donc les petites maçonnes, elles sont censées aller à l'école du tendon, mais malheureusement, pour des raisons de tremblement de terre, pouf, elles arrivent plutôt sur une notion de école de l'os. Et le problème, c'est quand elles reviennent au niveau du tendon, bon bah ok, elles savent réparer du tendon, et enfin de l'os, et elles savent pas justement réparer du tendon. Donc ça fait moins de petites maçonnes pour faire le même travail, ce qui fait que ça marche pas très bien. Une autre possibilité, ça va être qu'il va y avoir des facteurs de croissance qui vont arriver un petit peu plus au niveau du tendon, qui vont être là un petit peu plus souvent. Et ces facteurs de croissance, ils ont tendance à mettre la pression aux petites maçonnes pour qu'elles fabriquent des briques plus rapidement. Donc entre guillemets, il faut travailler plus vite. Et qui dit plus vite, bah ok, on fait une réparation rapide, mais c'est incomplet. On a des briques de mauvaise qualité et on a une mise en place désordonnée des fibres de collagène, donc ça marche pas forcément mieux. Et au contraire, quelque part, les propriétés mécaniques en deviennent altérées. Et comme c'est moins bien réparé, bah, quelque part, le risque de nouvelles ruptures est aussi accru. Donc là, je suis un peu pessimiste sur bah, finalement tout ce qui se passe. Et dans mon parcours, ce qui m'a rassurée, c'est tomber sur la théorie de Jill Cook, qui est une experte internationale sur le sujet, et qui parle de la théorie du donut. Donc en gros, ce que dit Jill Cook, c'est que à la base, quand vous avez un tendon sain, vous êtes plus team beignet. Tout va bien, vous avez un tendon structurellement classique, et donc il n'y a pas de souci. Sauf que quand vous passez en tendon dégénératif, bah là, il va y avoir des modifications structurelles. On va plus être sur un tendon sain, on va être sur un tendon qui va changer de structure, comme un donut finalement. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le donut, bah, il y a un trou, la partie blessée, et il y a le pourtour du donut qui est quand même le tissu sain. Donc, c'est vrai que sur le coup, quand on est sur cette métaphore-là, c'est un peu anxiogène parce que le trou du donut, ça donne un peu l'impression de, ok, on a moins de choses, on a perdu quelque chose. Mais en fait, ce qu'a montré Jill Cook, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a plus de tissu sain dans le pourtour du donut qu'il n'en avait dans le beignet. Donc, dit autrement, il y a un potentiel pour récupérer, il y a un potentiel pour mobiliser des structures et qui fait qu'après, on peut dépasser cette pathologie-là. Donc, la structure restera différente, mais par contre, il y a un potentiel de remise en charge et de rééducation qui est fort au vu de cette structure-là. Donc dit autrement, le traitement qui va fonctionner le mieux, c'est le traitement de remise en charge progressive. Donc avec cette notion de allez les filles, on prend son temps, on le fait progressivement, mais on va le reconstruire ce mur, ou en tout cas on va le dépasser. Et donc pour ça, ça veut dire faire des exercices avec charge, quasiment tous les 2 jours, et y aller vraiment progressivement. Donc au départ, j'étais sur des toutes petites haltères de 500 grammes, et maintenant je suis plus sur du 3 kilos, et voire des charges de 12 kilos, enfin. Mais ça a été très progressif, et c'est le traitement qui fonctionne. Donc comme c'est le traitement qui fonctionne, bah, finalement, ce qu'on fait pas, le reste, bah, ça a tendance à souvent être des mauvaises pratiques, voire des pratiques délétères. Donc les pires pratiques, c'est de continuer le mouvement douloureux parce que là, on reste dans cette action de surmenage des cellules et donc on va pas dans le bon sens. Ce qui marche pas non plus, c'est le repos complet. Et justement, c'est ce qu'on m'avait plutôt recommandé. Les recherches ont montré qu'à partir de 2 semaines, il y a déjà des phénomènes de nécrose cellulaire, il y a des morts cellulaires, quand on est au repos complet. Et justement, moi, j'ai eu quasiment 1 an de repos complet, donc je vous laisse imaginer, le problème de cette pathologie-là. Donc, repos, oui, relatif, vous arrêtez le mouvement douloureux, donc dans mon cas, je devais arrêter de cliquer, mais par contre, j'aurais dû continuer à solliciter mon poignet et c'est pas ce que j'ai fait, quoi. Le problème du repos complet, c'est ce que je disais, il y a une perte de structure et une perte de force, et il y a aussi des changements au niveau du cerveau, de la perception de la douleur. Je vais y aller juste après. Les pratiques controversées, donc qui sont moins délétères, mais qui marchent pas forcément, c'est les ultrasons. Donc j'en ai eu pendant quasiment 1 an. Les ondes de choc, j'en ai eu un petit peu aussi, mais ça joue pas sur ce qu'il faudrait. L'électrothérapie, les infiltrations, encore une fois, les anti-inflammatoires, comme c'est pas inflammatoire, ça a peu de chances de marcher. Et les étirements, comme le tendon est déjà un petit peu bah, dans une condition qui est pas trop favorable, l'étirement a tendance à empirer les choses plutôt que d'aider, quoi. Donc ça, faut faire attention.
Une fois qu'on a compris tout ça, donc encore une fois, le traitement qui fonctionne mieux, c'est la remise en charge. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre la douleur et de comprendre, finalement, enfin, pour être dans cette rééducation, il faut comprendre comment ça fonctionne, sinon la rééducation va être un peu difficile. Et à un moment donné, il y a eu beaucoup de médecins qui étaient sur ce truc de «la douleur, c'est dans votre tête». Bah, peut-être que ça a un certain sens, parce qu'en effet, il y a une modification du cerveau qui se fait à un moment donné, mais je crois que j'aurais voulu qu'on me l'explique plus et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Donc ça, c'est la définition un petit peu classique. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la douleur aussi, c'est un espèce de signal, de système d'alarme dont la fonction, c'est d'informer sur un danger et de protéger. Donc par exemple, si on prend la photo de cette petite fille-là, a priori, si elle rapproche sa main, à un moment donné, elle va ressentir une espèce de douleur. Et cette douleur-là, bah, quelque part, ça lui permet de lui dire, bah, écoute, éloigne-toi, tu vas te brûler. Et ça permet finalement bah, qu'elle ne se fasse pas mal. Donc à la base, le signal douloureux, c'est pour protéger. De temps en temps, ça arrive que ce système d'alarme soit un petit peu défaillant, dans un sens ou dans l'autre. Donc par exemple, si vous êtes poursuivi par un troupeau de dinosaures, a priori, même si vous venez de vous tordre la cheville, vous ne ressentirez pas de douleur. Parce que là, la priorité, c'est de vous échapper, de vous protéger vous en tant qu'organisme. Et donc le signal douloureux, a priori, vous n'allez pas le ressentir. Dans une situation plus probable, c'est ainsi qu'un coureur a fini sa course aux Jeux Olympiques avec une fracture du péroné gauche sans ressentir de douleur avant la ligne d'arrivée. Bon, là, on n'est pas sur une protection de survie, mais une protection de carrière, d'enjeux personnels. Voilà, là, la course, c'est le plus important. Et comme on est focalisé sur l'objectif, bah, finalement, on ne perçoit pas certains messages douloureux qui ne sont pas prioritaires à ce moment-là. Donc ça, c'est dans un sens. Et dans l'autre, bah, finalement, ça peut être l'histoire du gars du clou dans la botte, ou quelque part comment le cerveau se base sur les statistiques. Donc ça, c'est l'histoire d'un gars qui arrive aux urgences, qui se tord de douleur parce qu'il y a un espèce de clou qui est coincé dans sa botte. Et donc, il se tord de douleur, vraiment, on le met sous, on lui donne ce qu'il faut. Et là, on finit par découper la botte et, aux surprises, le clou est passé pile entre deux orteils. Donc, ça veut pas dire que la douleur n'a été pas réelle pour la personne, mais ça veut juste dire que là, le cerveau, il s'est basé sur les probas. De manière probable, a priori, le clou a dû transpercer le pied. Donc, j'informe l'organisme qu'il y a un souci pour se mettre en sécurité. Et donc là, bon, bah, là, c'est juste que niveau proba, c'était pas possible. Et donc, le cerveau s'est fait avoir un petit peu. Donc, ça peut arriver aussi dans l'autre sens. Oh, c'est douloureux, mais finalement, objectivement, tout allait bien. Donc ça, je pense que c'est important de le savoir parce que justement dans la rééducation, remise en charge progressive, bah, il y a des moments où ça fait mal. Il y a des moments où on a l'impression qu'on empire les choses. Et moi, je sais qu'après plus d'un an de repos complet, quand mon kiné il m'a dit bon bah tu vois l'haltère là, bah maintenant tu vas faire des exos avec des haltères. J'étais ah non c'est mort. Ça fait un an qu'on me dit de pas bouger et là du jour au lendemain on me demande de soulever une haltère et ça me faisait mais vraiment mal. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était aussi un moyen pour le cerveau qui s'était stressé. Genre, la dernière fois que tu as fait des mouvements, tu t'es fait mal. Donc maintenant, je te protège. Et donc, il y avait vraiment ce signal douloureux. Et ce qui était intéressant, c'est que le lendemain, par contre, tout allait bien. Et donc, dans les tendinites, il y a un peu ce truc-là, c'est que sur le moment, on peut avoir mal pendant le processus de rééducation parce que le cerveau est stressé. Et donc, il faut le rééduquer. Si le lendemain, tout va bien, c'est qu'a priori, vous avez bien travaillé. Si le lendemain, c'est pire, c'est qu'a priori, là, vous êtes allé trop loin et ça peut être un moyen de gérer les choses. Et dans un autre exemple, justement sur cette perception douloureuse, mon cheval avait été blessé pendant un petit moment et il a dû passer un mois en boxe. Donc, qui dit boxe dit fallait que je fasse le boxe tous les jours, donc avec la fourche et la paille, etc. Et c'est vrai que le premier jour, j'avais mais hyper mal et moi, c'était difficile de me dire, ok, en fait, je suis pas capable de m'occuper de mon propre cheval. Et en fait, le lendemain, tout allait bien. Donc en fait, là, je pense que c'est encore une fois mon cerveau, genre, la dernière fois, ça s'est mal passé, je te protège. Et donc là, c'était à moi, entre guillemets, de me rassurer sur ma capacité à faire des mouvements. Donc ça, je pense que c'est important pour justement faire une rééducation qui se tient, quoi. Donc encore une fois, s'affranchir du signal douloureux, c'est important. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que souvent, avec des exos voilà, de type charge, on va avoir un effet antalgique sur le moment. Donc c'est on peut avoir mal, entre guillemets, avec le cerveau, mais le sport peut aussi permettre
de générer des antidouleurs un peu naturels. Donc ça, c'est chouette aussi quand vous avez mal et que vous êtes rassuré, ça peut vous aider. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà le bon traitement. Bon, bah, ceci étant dit, la rééducation, ça peut prendre un certain temps. Donc comment on continue à fonctionner sans main pour finir sa thèse et fonctionner malgré tout? Donc j'ai mis beaucoup de temps à trouver des adaptations. Donc les premières adaptations, c'était du matériel ergonomique, dit classique. Donc il y a eu la fameuse souris verticale qui est plutôt, favorisée dans le sens où, elle est censée favoriser un alignement du bras un peu plus naturel et qui fait qu'après on a tendance à se faire peut-être un petit peu moins mal. Donc ça, je l'ai utilisé pas mal et je l'utilise encore. Après, pour éviter des mouvements, de type, bras, qui peut être sur le bureau. Vous pouvez aussi utiliser une espèce de souris, un petit peu verticale, mais avec une espèce de boule, donc qui permet, de déplacer la souris et de bouger moins le bras. Par contre, faites gaffe parce que dans ce cas-là, vous utilisez le pouce, donc tendiner du pouce, c'est possible aussi. Ce qui m'a aidé beaucoup à un certain moment, c'est cette espèce de clavier qui est incurvé, qui est un peu bosselé, on va dire ça comme ça, et qui permettrait encore une fois un alignement plus naturel des bras, plus incurvé, donc moins de chances de se blesser. Et ce qui m'aide aussi, c'est, un espèce d'écran tactile pour aussi varier les mouvements au cours de la journée, ça c'est important. Dans le moins classique, il y a eu le stylet à un moment donné, donc voilà, qui me permettait de cliquer non plus au poignet, enfin comment dire? Avec un doigt, mais avec le poignet. Après à l'époque, j'ai un peu bourriné sur cette façon-là et la tendinite qui était une tendinite du poignet est devenue une tendinite du coude. Donc aussi pour dire, c'est bien d'avoir d'autres matériels, mais si vous continuez des mouvements répétitifs avec un super matériel, bah, il y a des chances quand même que vous fassiez mal. Donc le matériel ergonomique, c'est pour varier les mouvements. Et ce qui m'a beaucoup aidé et que je connaissais pas du tout, c'est les pédales. Donc ça coûte, vraiment rien, ça se branche en USB et ça permet, de, programmer. Donc moi, par exemple, je programme le CTRL-C, le CTRL-V et le clic gauche et ça me permet de cliquer plus finalement au pied qu'à la main et donc ça m'a redonné une vraie autonomie de souris, ce qui était pas négligeable. Après, au-delà du matériel, c'est aussi une gestion de travail. Quand on ne peut pas faire tous les mouvements dans la journée, bah, il va falloir, «manager» entre guillemets, gérer un crédit limité de mouvement. Donc, dans mon travail, à un moment donné, ça a été plus, il fallait que je réfléchisse beaucoup plus en théorie que moi en pratique. J'ai beaucoup de tâches dans mon travail qui, considèrent du code informatique et c'est vrai qu'en code informatique, on a tendance à tester erreur et puis au bout d'un moment, ça marche. Moi, je pouvais pas. Donc, il fallait vraiment que je réfléchisse beaucoup en amont de: «OK, je vais aller sur cette tâche-là, a priori, je vais devoir rencontrer tel type de problème que je gérerai de telle façon» et quand j'avais pas mal, bon, bah, voilà, fallait que je le fasse, au plus, je sais pas, comme un chirurgien qui réfléchirait à sa son espèce d'opération. Enfin, il fallait que je sois vraiment dans cette réflexion-là a priori. Donc l'idée, c'est que je peux travailler moins longtemps, mais par contre, je dois travailler hyper efficacement. Donc, j'ai eu une passion à un moment donné sur la littérature sur, comment, organiser au mieux son temps de travail et il y a un truc, frustrant que j'ai dû apprendre à gérer, à savoir la loi de Carlson qui dit qu'un travail réalisé de façon continue demande moins d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Bah, faut apprendre à faire. Parce que du coup, je suis obligée de, scinder mon travail et donc une option que j'ai trouvée, c'est de me faire des vraies notes de où est-ce que j'en suis et quelle est ma stratégie pour après. Donc de me faire des «notes vocales» entre guillemets pour la Nancy du futur, ça marche plutôt pas mal. Finalement, cette pathologie-là et les troubles musculo-squelettiques en général, c'est être un peu le manager de son propre corps. Donc, il faut définir une stratégie à différentes échelles de temps. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire à peu près dans la semaine, à l'échelle du mois, etc. De gérer les tâches, de pouvoir les moduler en fonction des douleurs, de définir des priorités et des choix. Ça, c'est pas toujours mon fort. Voilà, de me dire je vais en faire moins, mais malheureusement, des fois, il n'y a pas le choix. Et voilà, faut arriver à limiter les conflits entre le corps et le mental, parce que c'est pas comme dans une entreprise, on peut pas licencier un des 2. Mais c'est vrai que des fois, j'ai juste envie enfin mon mental a envie de faire plein de trucs et en fait, mon corps me me rattrape assez vite, donc on essaie de trouver un compromis entre les 2. Pour finir ma thèse, donc j'avais, un peu de matériel et tout, mais ça me permettait pas forcément de tout faire et donc ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir des stagiaires. Donc j'ai eu 13 stagiaires, qui se sont relayés à côté de moi. Voilà, pour m'aider à cliquer là où il fallait. Donc c'était, à la fois hyper,
surprenant du point de vue humain et ça s'est très bien passé. C'était clair avec eux dès le départ, le contexte. Mais ça a été aussi des vrais échanges. Ce que je faisais, c'était, des créneaux de 4 heures et 3 heures, ils travaillaient pour moi et après moi, 1 heure, je m'engageais pour eux. Donc ça pouvait être, les aider sur leur CV, leur lettre de motivation, leur parler de recherche, donner des cours de stats et tout. Mais ça a été très fort du point de vue humain et vraiment, j'aurais pas pu finir ma thèse sans, ces petites mains, supplémentaires. S Bon, des stagiaires, j'en ai eu pendant longtemps, mais à un moment donné, j'ai pu, m'émanciper un petit peu grâce à la reconnaissance vocale. Donc il y en a 2 que j'utilise principalement. La reconnaissance vocale pour dicter du texte, donc c'est Dragon qui est, le leader sur le marché et qui me permet vraiment, d'écrire tout bêtement et sans les mains ne serait jamais venu sans reconnaissance vocale. Donc Dragon marche très, très bien, il me rédige du français parfaitement, c'est limite maintenant je dicte plus vite que ce que j'écrivais à l'époque, donc j'ai gagné du temps aussi. Par contre, ce que ne faisait pas Dragon, c'était me permettre de coder. Parce que quand on code, c'est pas des mots complets, c'est des noms de packages qui n'existent pas dans le dictionnaire. Il y a un peu cette notion de, on doit avoir des lettres et des sigles un petit peu particuliers. Donc, un peu plus tard, j'ai trouvé la notion de voice coding, qui est pas encore très connue, mais qui marche très bien aussi. Là, c'est justement un logiciel qui va permettre d'accéder à toutes les lettres du clavier de manière un petit peu vocale. Donc j'en ai fait, une, vidéo sur ma chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse et dit sommairement, en fait, c'est que chaque lettre va être associée à un son, à un mot particulier, qui est phonétiquement différent les uns des autres et donc l'idée, c'est qu'il faut apprendre un petit, un nouvel alphabet, mais une fois qu'on le maîtrise, ça va. Donc, si par exemple, je veux faire CTRL-C, bah, je vais, dire vocalement control cap parce que C, c'est cap dans cette espèce de dictionnaire-là. Et donc maintenant, je peux recoder, je peux rester statisticienne, je peux développer du code sans que ce soit souci et je fais tout en vocal. Donc voilà, donc je vous ai donné un petit peu une vision de comment on en arrive là, quels sont les traitements, comment on peut s'en sortir quand même. Mais je crois que le point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que c'est pas nécessaire en fait. Je pense qu'à l'époque, j'étais tellement dans ce truc de je veux finir ma thèse coûte que coûte, je suis à la bourre et puis c'est ma carrière, etc. que En fait, j'étais pas prête à m'arrêter, à ralentir et en fait, c'est dramatique parce qu'à l'époque, je me disais, «Ah je pendant 2 semaines, je peux pas m'arrêter». Bah ouais, mais sauf que ça a duré plus de 2 ans, à ce que ce soit vraiment compliqué donc des fois, il faut peut-être accepter de dire: «Je perds 2 ans», enfin 2 ans, 2 semaines, 2 mois, 6 mois en fait, peut-être c'est pas grave et après c'est du temps qu'on récupère. Alors que moi, je me suis acharnée et le handicap est devenu de plus en plus fort jusqu'à avoir des stagiaires justement. Et et je pense que c'était pas nécessaire, en fait. Aucune ambition professionnelle ne doit sacrifier votre santé. Donc j'espère que cette histoire, elle participera aussi à allumer cette petite, cette petite lumière de: «Ah, je suis un peu fatiguée, je commence à être un petit peu pas bien, bah, c'est le moment de faire une pause et on reprendra après, quoi». Donc en termes de take home message, j'espère que ce que vous retiendrez, c'est que c'est une pathologie à prendre au sérieux. Parce que pour moi, je l'ai vraiment vécu comme des petites courbatures, mais en fait, c'était pas du tout ça. Que des solutions existent pour continuer à fonctionner, donc il y a des choses maintenant pour, avoir quand même une carrière, avoir des projets, des rêves et les réaliser. Mais voilà, c'est peut-être pas nécessaire d'en arriver là, donc sacrifiez pas votre santé avant, c'est quand même plus court. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle «Sans les mains» aux éditions Coed Cohen. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Haut les mains où on partage encore des informations sur le sujet, un compte Insta qui s'appelle Tandino Girl et donc sur ma chaîne YouTube Stat apprendra une vidéo sur le sujet du voice coding. Donc voilà. Merci beaucoup, Nancy. C'était très riche, très intéressant. La question que je me pose, c'est, alors j'espère que cette vidéo fera prendre conscience à des doctorants de l'intérêt, de l'importance de se préserver, mais justement, comment est-ce qu'on peut se préserver? Alors j'ai bien compris que notamment des gestes répétitifs peuvent entraîner une tendinopathie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est condamné à faire des gestes répétitifs? Bah, c'est là où il faut changer de matériel. Donc par exemple, au cours de la journée, passer, de l'écran tactile à la souris, aux pédales, enfin être capable de pas rester, monomatériel pendant des heures. Ça, c'est déjà bien. Et puis, OK, si on doit faire beaucoup de moments répétitifs, peut-être que des fois on n'a pas le choix, mais dans ce cas-là, faire des vraies pauses. Donc par exemple, avec la méthode Pomodoro, faire 25 minutes de clic et après, 5 minutes de pause
et pas enchaîner comme ça pendant, sans pause et sans, variation de mouvement. Je pense que c'est vraiment d'être mono-mouvement pendant longtemps qui, là, est dangereux. Mais si on s'adapte avec d'autres matériels, ça peut passer. Mmh. D'accord. Et alors une pause, en quoi consiste une pause? Parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Heu, une bonne question. Bah, je sais pas, des fois juste de marcher, dans le bureau et de s'étirer un petit peu, de regarder un petit peu au loin, de prendre l'air, juste de descendre un escalier, de remonter un escalier, je sais pas, j'ai une ancienne collègue, elle, pendant sa thèse, elle faisait du jonglage. Mmh. En gros, elle travaillait, puis après elle se faisait 5 minutes de jonglage et puis après elle reprenait. Ça peut être faire un petit exo physique, ça peut être peut-être chanter, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, vraiment prendre le temps de se descrip enfin, d'être moins crispé parce que ce qui peut arriver aussi, c'est que voilà, on est tellement tendu sur sa tâche, on veut finir et tout, bah, au final, on est un petit peu moins souple au niveau des articulations. Ça aide pas non plus, quoi, donc je pense qu'il y a plein de moyens de faire des petites pauses et et faut juste, trouver les bons enfin, en tout cas, déjà ouvrir ce créneau-là et après on arrive à le remplir souvent. Mmh. Mmh. Oui, ça c'est très important et ne pas profiter de la pause pour, envoyer, écrire des mails et Ah non, non. préparer le cours de l'après-midi. Oui, Ah, une vraie pause. voilà, très bien. Hem, une autre chose qui en entendant par c'était la douleur qu'on arrive à refouler, pour le dire comme ça. Moi, ça m'a rappelé qu'il y a eu une époque où la nuit, je me réveillais alors j'ai des tendinites, ça fait 30 ans que je traîne des tendinites grâce à ma thèse, hem et il y a eu une époque où je me réveillais de douleur la nuit et toutes les nuits, je me promettais que le lendemain, je n'allais pas travailler sur l'ordinateur. Le lendemain, j'étais tellement sous adrénaline, je voulais juste ouvrir pour voir s'il y avait quelque chose d'urgent et je n'avais pas mal et donc je me disais: «Ah, c'était une fausse alerte» et je tapais sur mon clavier toute la journée allègrement sans rien ressentir et rebelote, la nuit, des douleurs atroces qui m'empêchaient de dormir et ça a duré comme ça pendant très longtemps jusqu'à ce que finalement je ne puisse plus du tout, écrire sur l'ordinateur pendant un temps très long. Hem, qu'est-ce qu'on peut recommander à dans des cas comme ça? Parce que c'est ce que vous avez dit, on croit gagner du temps et finalement, c'est du temps qu'on perd. Du temps et Ouais, de la santé surtout, mais du temps aussi. bah, c'est ça et puis, enfin, en fait, voilà, ce truc de se dire: «Oh là là, pendant 2 semaines, si je travaille pas, c'est la fin de ma carrière», bah, OK, on a l'impression que c'est le cas, mais moi, j'ai eu l'impression à un moment donné que j'avais plus de carrière du tout, puisque j'avais plus de main du tout. Donc peut-être relativiser déjà un petit peu enfin, l'enjeu en tout cas de la santé pour la poursuite de peu importe quoi, je pense que c'est important et si on ressent une douleur quelle qu'elle soit, bah, pas la minimiser quoi. En fait, si Mmh. elle est là, c'est qu'il y a un sens, voilà, des fois, c'est pas simple parce que les tendines, en plus, des fois, ça vient, ça part, enfin, justement, quand il y a eu, un peu ce truc de: «Ah mademoiselle, c'est dans votre tête», bah, moi, j'ai eu à un moment donné ce truc de: «Ah, si ça se trouve, en fait, j'avais peur de finir ma thèse et je me sentais pas légitime et je me suis auto-sabotée». Enfin, vraiment, il y a eu cette réflexion-là de de: «Ah, c'est ma faute, quoi». Alors qu'en fait, c'est une pathologie qui est un peu spéciale et justement, il y a cette interaction avec le cerveau qui est pas si facile, mais je pense que voilà, être conscient que ne minimiser aucune douleur, enfin si c'est là, c'est qu'il y a un sens et peut-être que ce sera facile à régler, peut-être que ce sera un peu plus complexe. Mais voilà, je pense que ça, c'est important et enfin voilà, de consulter, d'avoir un vrai parcours de santé, de se renseigner, hem et après on est d'accord, c'est pas simple, mais c'est c'est pas à minimiser du tout, quoi, malheureusement. Enfin, sur le coup, on a l'impression de moi, je croyais que c'était une courbature et puis, en plus, j'ai eu un peu ce retour de collègues de: «Ah bah, tu sais, ça nous est tous arrivé, repose-toi ce week-end et ça ira mieux, quoi» Mmh. et donc je me suis reposée un week-end et donc le lundi matin, bah, c'était pas catastrophique, c'était pas mieux, mais bon, je me suis dit: «C'est pas grave, je vais me mettre des attelles et ça ira, quoi» et en fait, c'était enfin, au fur et à mesure, vraiment, il y a eu juste c'est parce que dans une situation où j'étais pas censée ressentir de douleur, j'arrivais plus à poser mon poignet que là, je me suis dit que c'était un problème, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc de: «Je souffre pour ma thèse, c'est pas grave, quoi», en fait, si. C'est pas mais c'est Mmh. pas simple, on est d'accord
Et on est tellement pris justement dans l'adrénaline. En plus, on est dans un job passion. Enfin, Mmh. ça nous plaît ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est un peu dur d'entendre cette petite voix qui dit: «Ouh, faudrait peut-être que tu t'arrêtes parce que là, ça devient dramatique». Mmh. Mmh. Mais, Oui, c'est plus facile d'arrêter la voiture quand le voyant rouge s'allume que quand, le propre corps, envoie des signaux aussi, des voyants rouges. Là, on ne les voit pas. On ouais, fonce ouais, puis jusqu'à la limite et au-delà. c'est ça. Ouais. Mmh. Et alors, là, maintenant, avec la rééducation, comment vont vos mains, vos tendons? Ça va, après ça reste une gestion quotidienne. Donc Mmh. maintenant j'ai fini la rééducation, je suis passée sur, maintenant du sport, tous les 2 jours minimum pour m'entretenir, pour, garder un peu cette dynamique-là, mais je suis plus sur, montée en charge. Hem, mais si je le fais pas, je sens que que ça devient vite compliqué. Mmh. Donc il y a un peu cette assiduité au sport que je dois garder et aussi cette assiduité au, je peux pas tout faire dans une journée et il faut vraiment que je manage, genre hier, j'ai bossé pendant 6 heures, bah, je crois que c'était mon grand maximum, pourtant avec la reconnaissance vocale et tout, mais il y a des choses, par exemple faire un PowerPoint, qui me sollicitent un peu les mains, enfin voilà, je sur un travail ordinateur, je suis pas capable à l'heure actuelle de bosser plus que 6 heures visiblement et par exemple, il y a des choses que je peux toujours pas faire, genre taper une page à l'ordinateur, je peux pas. Écrire une page à la main, je peux pas non plus de ma main droite. Maintenant, j'ai appris avec la main gauche. Enfin, il y a des trucs comme ça qui restent un peu résiduels, mais après voilà, j'ai pas enfin, ça fait très longtemps que ça m'a pas limitée dans mes projets, où je me suis pas dit: «Bon, bah, là, j'aimerais bien faire ce truc-là». Mais je vais être bloquée pendant une semaine et tant pis, quoi. Enfin, là, maintenant, c'est plus, si j'ai très mal, bon, bah, dans ce cas-là, je vais être beaucoup sur du vocal et si j'ai un peu moins mal, des fois, je me permets d'être un peu plus en mixte, donc vocal et mouvement, quoi. Mais ça va dans le bon sens, mais il y a une vraie vigilance à garder et des choses que je peux toujours pas forcément, faire comme tout le monde. Mais par contre, voilà, ça me limite plus, dans mes projets, ce qui est quand même chouette. Mmh. Et alors la tendinopathie, on peut espérer s'en débarrasser un jour, entièrement? Normalement, oui, au vu de la littérature, parce qu'il y a vraiment ce phénomène de Mmh. compensation du tendon. Après voilà, plus, ça a été long, parce que voilà, ce que je disais tout à l'heure, 2 semaines, nécrose, si on est en repos Mmh. complet. Moi, j'ai eu une vraie année de galère, voilà, avec, les mauvaises pratiques et après une autre année derrière où j'ai arrêté les mauvaises pratiques, mais j'ai pas forcément eu les bonnes non plus. Donc disons qu'il y a eu 2 ans de vraies catastrophes et donc je pense que c'est un peu plus long de récupérer, mais normalement, au vu de la physiologie de la pathologie, on peut passer au-dessus. Après voilà, c'est un effort, je sais pas si, à un moment donné, je me dirais: «Je fais plus de sport et c'est OK». Le sport maintenant m'aide à gérer, je sais pas, et j'ai pas envie de tenter l'expérience. Mais Mmh. normalement, ça peut revenir et plus ça a été, bien géré dès le départ, donc pas de repos complet et de la rééduc assez vite et plus on peut s'en sortir vite, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour, toutes ces informations passionnantes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour, être informé des prochaines publications et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bientôt!